Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. C'est une affaire rocambolesque et haute en couleurs que nous allons vous raconter aujourd'hui. Le 11 mars 2008, Bernadette Bissonnet, une riche pharmacienne à la retraite, est retrouvée assassinée de 2 coups de fusil dans sa belle maison des environs de Montpellier. Son mari oriente les gendarmes vers un cambriolage, mais les investigations vont faire apparaître un improbable trio criminel, dont celui-ci fait partie. Vous écoutez l'affaire Bernadette Bissonnet, première partie. La ville de Castelnau, c'est la couronne montpelliéraine. Bernard Géniès, directeur d'enquête. Il y a beaucoup de maisons luxueuses. C'est un quartier qui est assez huppé. Jean-Michel et Bernadette, il faut dire les choses clairement. Sylvain Cormier, avocat de Jean-Michel Bissonnet. Ce sont des gens qui vivent de manière très confortable. Ils ont acheté cette villa de Castelnau-le-Lez. François Barrère, reporter au Midi Libre. Qui est une des plus belles villas de l'agglomération de Montpellier. C'est une villa qui a une piscine intérieure et une piscine extérieure. Enfin, c'est quelque chose qui est un très très beau bâtiment. On pourrait dire que c'est l'oasis de leur réussite. C'est un havre de paix. Vraiment, ils vivent dans des conditions quasiment idylliques. Alors, le 11 mars 2008, il est entre 22h et 22h30. Le centre opérationnel de la gendarmerie à Montpellier reçoit un appel téléphonique d'une personne masculine en pleurs, en larmes, qui vient de découvrir sa femme gisant dans une mare de sang à son domicile. Cet homme, c'est Jean-Michel Bissonnet. Les secours lui demandent de ne pas bouger. Luc Abratkiewicz, avocat du frère de Bernadette Bissonnet. Et le gendarme qui est en ligne lui dit surtout ne touche à rien. Aussitôt, l'opérateur dépêche les enquêteurs de la brigade de gendarmerie de Castelnau-le-Lez, qui arrivent quelques minutes après sur le terrain. Il découvre le corps de cette femme qui est dans le hall, en bas de l'escalier. Elle a été visiblement abattue par des coups de feu, puisqu'elle a des plaies sur le bras et à l'épaule qui sont des plaies balistiques. Elle est sur le dos et cette image des yeux ouverts et elle fixe le plafond avec du sang partout. Voilà. Cette femme, c'est Bernadette Bissonnet, qui est l'épouse de Jean-Michel. Bernadette Bissonnet était une ancienne pharmacienne, mère de famille, avec 2 grands-enfants qui vivaient une vie de riches retraités dans cette belle maison de Castelnau-le-Lez. Et Jean-Michel Bissonnet lui-même a réussi dans les affaires, notamment dans l'immobilier d'affaires. Il a fondé une enseigne qui a été présente dans toute la France. Donc c'est une vraie success story, Jean-Michel Bissonnet. Donc chacun a des revenus importants, une vraie fortune personnelle. Il fréquente le beau monde à Montpellier. Le soir des faits, on commence à entendre M. Bissonnet. M. Bissonnet fait partie du Rotary Club et il en est le trésorier. Tous les mardis, il va à sa réunion hebdomadaire qui se situe à Montpellier, à quelques kilomètres de sa résidence. Il part de chez lui vers 19h45 et en chemin, il passe un coup de fil à son épouse, à Bernadette, pour lui dire que Pete, le chien, leur fox terrier, est monté dans la voiture au moment où il partait, et donc que le chien est avec lui. Et a priori, c'est la dernière fois que Jean-Michel Bissonnet parle à son épouse. La réunion du Rotary se passe comme elle doit se passer, et c'est à son retour que Jean-Michel Bissonnet découvre le corps de sa femme.
Quand il arrive dans la maison également, ce que remarque Jean-Michel, c'est que la voiture de sa femme, qui est un 4x4, n'est plus là. Ce 4x4, les gendarmes vont forcément le chercher et ils vont le découvrir au cours de la nuit, un peu plus loin dans le village de Castelnau-le-Lez, garé dans une petite rue. On prend avec attention tout ce que nous dit M. Bissonnet et on se dirige sur un crime crapuleux. Pour lui, c'est des malfrats qui sont venus cambrioler la résidence. Madame Bissonnet se serait débattue, puisqu'elle était très sportive, elle était très alerte. C'était une femme qui avait du caractère, donc on peut penser qu'elle a peut-être pu chercher à se défendre. Un coup de feu qui part, 2 coups de feu, les gens qui paniquent, qui s'enfuient avec la voiture. Voilà en gros le scénario que Jean-Michel Bissonnet met tout de suite en avant en disant « les salopards, ils me l'ont tué, ma Bernadette ». Il s'avère que M. Bissonnet avait déjà été cambriolé une fois, il y a 2 ou 3 ans auparavant, et qu'on lui avait dérobé des bronzes, notamment un vieux fusil de chasse. La première piste, c'est le cambriolage. Il est encore victime d'un cambriolage. La dernière fois, c'était que du matériel, et là, sa femme est morte. Ce qui va commencer à troubler les enquêteurs, c'est effectivement que, d'une part, on est quand même dans une maison qui est sécurisée, puisqu'ils avaient un système d'alarme, etc. On ne rentre pas comme ça chez les Bissonnet, et ils ne trouvent aucune trace d'effraction. Aucune effraction sur le portail d'entrée, aucune effraction sur la porte d'entrée de la résidence. Donc, tout nous laisse entendre que c'est Madame Bissonnet qui a ouvert au présumé auteur des faits. Et il semble de toute évidence qu'elle connaissait cette personne. Les cambrioleurs, parce qu'il faut agir vite, en général laissent quelques traces. Là, il n'y a aucune trace. Rien n'est cassé, rien n'a bougé. Elle avait son sac ouvert. Dans le sac, il y a une somme importante d'argent, environ 690 €. Cet argent n'a pas été dérobé, il est toujours présent. C'est pas un cambriolage, c'est un assassinat. Donc évidemment, on est face à un crime majeur, c'est-à-dire que là, la gendarmerie va déployer tout l'attirail, toutes les ressources disponibles. On aura aussi le procureur qui va venir sur place. Enfin, on est face à une riche retraitée assassinée dans une villa cossue de Montpellier. Évidemment, la gendarmerie déploie les grands moyens. Donc les techniciens d'identification criminelle vont passer la maison au crible. Donc on sait très bien qu'on n'a pas droit à l'erreur. Patrick Gonzalez, technicien en identification criminelle. La moindre erreur sera reprise, donc on n'a pas droit à l'erreur. Donc on a une énorme pression au niveau de la police technique sur ça. Et les opérations vont durer plus de 24 heures. Donc bien sûr, on fait les relevés d'empreintes, l'ADN, les constatations, et les gendarmes vont pouvoir, j'allais dire, comprendre ce qui est arrivé, à savoir que Bernadette faisait face à son agresseur, qu'il a menacé avec une arme, qu'il y a eu un premier coup de feu qui a touché l'avant-bras, Bernadette s'est effondrée, et puis l'agresseur l'a achevée alors qu'elle était au sol. Donc les gendarmes vont retrouver des munitions, des cartouches, des bourres, des plombs. Les résidus de tir qu'on retrouve donc, au niveau du volet laissent penser qu'il s'agit donc d'un calibre 16, sûrement un fusil à canon scié, au vu de l'importance de la gerbe. Et donc ils vont passer encore plus au crible la scène de crime, et ils vont découvrir un indice qui va là les laisser complètement pantois, puisqu'ils vont découvrir un ongle. Au départ, au premier abord, on se dit que c'est possible. Déjà, ce qui est surprenant, c'est qu'il est entier. Quand on se rend compte que c'est pas l'ongle de la victime, mais là on comprend que c'est l'ongle de l'auteur. Et donc la scène de crime prend une autre dimension. On se dit s'il y a l'ongle, il y a d'autres morceaux, automatiquement. Donc on retrouvera plusieurs morceaux biologiques provenant de ce pouce dans la pièce, notamment un morceau qui a été repoussé jusqu'au plafond.
Donc déjà, on part sur l'hypothèse que l'auteur des faits s'est blessé. C'est vraiment l'erreur du débutant. Une personne qui n'a très peu ou jamais tiré avec un canon scié risque cette erreur, c'est-à-dire de laisser son pouce devant la bouche du canon. Donc on en déduit que c'est une personne qui n'est pas habituée aux armes à feu. Pour les gendarmes, c'est un indice capital. Ils vont se dire que, effectivement, si jamais ils ont un certain nombre de suspects à interroger, bien évidemment, celui qui aura une blessure à un pouce va être forcément le principal suspect. Dès le lendemain, les gendarmes continuent leurs investigations, donc Jean-Michel Bissonnet va être entendu de façon approfondie sur tout ce qui a pu se passer. Et au cours de cette audition, il va commencer à leur parler de Méziane Belkacem. Méziane Belkacem, c'est un homme que les Bissonnets emploient au noir pour faire un peu de jardinage, laver les carreaux, être un peu l'homme à tout faire de temps en temps dans la maison. Monsieur Bissonnet nous explique qu'il avait sa voiture qui était en panne, qu'il avait besoin d'argent. Et il a demandé une avance à monsieur Bissonnet. Et monsieur Bissonnet lui a dit non, pas question. Il nous laisse entendre que quand même le jardinier, il serait peut-être pas blanc. L'enquêteur de permanence le samedi convoque monsieur Méziane Belkacem le lundi matin à la brigade de gendarmerie de Castelnau-le-Lez. Donc le 20 mars 2008, les gendarmes qui accueillent Méziane Belkacem en se disant que c'est peut-être quand même lui le suspect, ils vont remarquer très vite un truc bizarre. Il arrive avec un gros anorak qu'il n'a pas du tout envie de quitter. Iris Christol, avocate de Méziane Belkacem. Et assez rapidement, les enquêteurs vont voir que cet anorak lui permet de dissimuler une de ses mains. Et il ne veut pas poser son anorak. Donc comme on n'a aucun moyen coercitif pour lui faire enlever, c'est un témoin innocent, on monte le chauffage, on décide de monter le chauffage à fond de ce bureau. Et à un moment donné, il faisait chaud. Et M. Belkacem commence à suer. Et alors là, quand même, on lui dit, attendez, vous allez enlever votre anorak, là. Et alors là, il sort la main de sa poche. Et on se rend compte qu'il a un pansement. Et là, tout bascule, puisque, évidemment, on le place tout de suite en garde à vue comme suspect principal pour l'assassinat de Bernadette Bissonnet. Dans un premier temps, M. Belkacem nous dit qu'il s'est fait mal avec le ventilateur de sa voiture. La courroie qui avait sauté, qu'il a voulu remettre en marche, puis le ventilateur, il n'a pas fait gaffe qu'il tournait. Enfin bref, ça tenait pas la route. Petit à petit, les enquêteurs vont le presser de questions et cet homme n'a absolument pas de taille à résister à ce genre de choses. Il ne sait pas beaucoup mentir, il ne sait pas dissimuler. Donc très rapidement, il va reconnaître que c'est bien lui qui a tiré sur Bernadette Bissonnet. Avec ces aveux, les gendarmes pensent donc tenir le meurtrier. Pourtant, quelque chose les intrigue. Le mobile du meurtrier. Car rien dans la vie de Méziane Belkacem ne laissait supposer un tel geste. Alors, Méziane Belkacem est un homme qui borde de la cinquantaine. Il faut savoir qu'il est né en Algérie, fils de harki, que très rapidement après sa naissance, son père est parti avec les Français. Il n'a jamais appris à lire ou à écrire. Et ce qui a justifié son existence a été de servir très tôt, vers 6 ou 7 ans, à la ferme. On l'a exploité, il a donné un coup de main, il a travaillé tous les jours. Finalement, il a réussi à retrouver son père. Son père l'a fait venir.
Ensuite, il a fait sa vie, il s'est marié, remarié, il a eu des enfants. C'est quelqu'un qui multiplie les petits boulots, qui cherche à travailler à droite, à gauche. Au moment des faits, il travaille dans une gazonnière, c'est-à-dire un endroit où on cultive et on va poser du gazon en plaques. Et en même temps, il essaye de trouver du travail un peu en dehors. Nous avons entendu des gens qui ont travaillé avec lui, nous avons entendu son patron. Tout le monde en était content, c'est un gars qui est très travailleur. Tout le monde le décrit comme quelqu'un de très gentil, pas très malin, mais c'est un brave gars, pas du tout un profil de criminel, pas du tout un profil de meurtrier, d'assassin ou de tueur à gages. C'est absolument pas ça. Méziane Belkacem va devoir s'expliquer parce que tout le monde a compris qu'il était le tireur. Il va raconter aux gendarmes, qui sont quand même assez stupéfaits en entendant ça, que c'est à la demande de Jean-Michel Bissonnet, le mari de Bernadette, qu'il a commis ce crime épouvantable. On va comprendre qu'il y a un contrat et que Jean-Michel Bissonnet avait promis à Belkacem la somme de 30 000 €. 30 000 € pour quelqu'un qui, à ce moment-là, dort dans sa voiture, c'est le jackpot. Il avait besoin d'argent, il travaillait, il n'arrivait pas à faire vivre sa famille, et l'autre lui a fait miroiter de l'argent, et pour l'argent, il a commis l'irréparable. Évidemment, Méziane Belkacem, il explique que, oui, l'argent c'était important, mais finalement, qu'il n'y avait pas que ça. Avec Jean-Michel Bissonnet, il y a une espèce de relation un peu paternelle. C'est pas quelqu'un qui a été très aidé dans la vie, Méziane Belkacem, donc il est un peu en quête d'affection, un peu en quête de reconnaissance. Et quand Jean-Michel Bissonnet lui offre le café à la cuisine dans cette belle maison, il s'est dit, c'est génial, quoi, c'est super. Finalement, il s'est retrouvé que cet homme qui était l'emblème de la réussite lui a confié qu'il avait des difficultés conjugales importantes, que sa femme lui faisait vivre un enfer. Jean-Michel Bissonnet lui explique que Bernadette, c'est une femme qui est très directive, qu'elle est très autoritaire, et que lui, il vit mal tout ça, et qu'il est malheureux parce que sa femme est exigeante, parce que sa femme s'occupe pas assez de lui, parce que sa femme voudrait qu'il fasse du sport. Que s'il divorçait, il perdrait cette maison sublime qui était son accomplissement, et que pour lui, c'était insupportable et injuste. Belkacem, il commet cet acte pour l'argent, bien sûr, mais surtout pour libérer son sympathique patron, monsieur Jean-Michel Bissonnet. Lorsque Méziane décrit la relation de couple qu'aurait décrite Bissonnet, c'est pas du tout celle qu'a vécue Jean-Michel Bissonnet. C'était un couple équilibré. Il n'y avait pas une personne effacée et un tyran domestique. C'était pas du tout leur relation. Il faut imaginer ensuite que Jean-Michel Bissonnet, qui est un homme qui a plein de qualités, mais qui est un homme dur, s'effondrerait dans les bras d'un quasi-inconnu pour lui demander d'aller tuer sa femme. Enfin, franchement, on est dans un scénario de vaudeville. Ce que Méziane Belkacem raconte ensuite, c'est un scénario du crime qui est extrêmement méticuleux, extrêmement organisé, qui a été extrêmement préparé par Jean-Michel Bissonnet. Il va indiquer qu'il était prévu que vers 20h30, il se présente au domicile de la famille Bissonnet. Il a sonné pour que Bernadette Bissonnet lui ouvre. Il devait dire à Bernadette qu'il avait oublié son téléphone dans la maison d'amis qui se trouve à côté de la maison principale, revenir voir Bernadette pour dire qu'il n'avait pas trouvé ce téléphone, tout en ayant récupéré le fusil qui se trouvait dans la maison d'amis et qu'il dissimulait. Puis il devait dire à Bernadette « Je l'ai peut-être oublié en haut ». Et quand il redescend, il a le fusil pointé sur Madame Bissonnet. Madame Bissonnet crie, elle lève le bras pour se protéger. Le premier coup de feu part et déchire le coude de Madame Bissonnet. Elle tombe. Monsieur Belkacem s'est à ce moment-là blessé. Il va sur le corps de Madame Bissonnet et il met le deuxième coup.
Après le crime, Méziane Belkacem, en bon employé bien dévoué, il va essayer d'appliquer les consignes de Jean-Michel Bissonnet, qui lui a dit qu'il fallait faire un peu d'une part un simulacre de vol, et puis surtout s'assurer que les voisins n'ont rien entendu, pour pouvoir quitter les lieux le plus discrètement possible. Donc il monte à l'étage, avec son pouce blessé qui laisse ses gouttes de sang que les gendarmes vont voir. Il va dans la chambre, il fouille un petit peu, mais en même temps il a mal, il est en panique. Il mesure qu'il vient de tuer cette femme, que c'est épouvantable, et il n'arrive pas, en plus, à la voler. Donc il s'enfuit dans le véhicule de la propriété. Méziane va indiquer qu'il a caché l'arme dans une housse de raquette qu'il aura mis dans la voiture un peu plus loin. Le problème, c'est que quand les gendarmes retrouvent le 4x4, il n'y a pas d'arme à l'intérieur. Dans un premier temps, on se dit, Belkacem, il ment, c'est pas possible que ce soit M. Bissonnet qui ait commandité les faits, tout ça. Et à un moment donné, l'enquêteur, il lui pose une question qui va faire basculer l'enquête. Il lui pose cette question, mais quand vous êtes rentré dans la résidence, que vous avez sonné, vous n'avez pas eu peur du chien quand vous êtes rentré dans la maison? Ah, mais je savais que le chien n'y serait pas. Monsieur Bissonnet m'avait dit le matin qu'il le prendrait à sa réunion du Rotary Club. Ce qui paraissait anodin au départ semble en fait un élément de plus d'un plan machiavélique qui a été organisé jusque dans les moindres détails, y compris jusqu'au comportement du chien. C'est un chien de compagnie. Sa présence ou son absence n'aurait rien changé, mais les enquêteurs décident d'en faire un élément de suspicion artificielle en disant « c'est bizarre, vous partez avec le chien, pourquoi vous ne l'avez pas laissé ?» Sous-entendu, vous aviez planifié la chose et vous avez ouvert la voie aux malfrats. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Un épisode écrit et réalisé par Charlotte Durand. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Victor Benamou. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.